Nous allons ouvrir donc la 4e table ronde de la journée, que nous appelons la table ronde conclusive, si je puis dire, avec des représentants de différentes institutions. Et nous allons essayer de tirer, tant que faire se peut, le bilan de cette journée pour ouvrir des perspectives d'avenir, concrètes si possible, et qui nous permettent de réaliser un petit peu des objectifs de redéploiement de ces actions dont nous avons parlé toute la journée, de ces actions pédagogiques en matière d'architecture dans l'enseignement scolaire. Je vais présenter donc petit à petit et laisser la parole, comme David, aux différentes personnes qui interviennent à cette table ronde. Et je me tourne donc vers vous, Catherine Chevillot. Vous êtes donc présidente de la Cité de l'Architecture et du Patrimoine. Et on va commencer, si vous voulez, comme pour les autres tables rondes, à ce que vous puissiez nous dire un petit peu comment vous voyez le sujet tel que nous l'avons posé et comment vous, depuis la Cité de l'Architecture, vous le sentez et vous l'analysez. Si vous avez quelques éléments à nous livrer. Merci de cette invitation. D'abord, pour être très concrète, quelques petits chiffres quand même sur l'activité de la Cité de l'Architecture dans ce domaine-là. La Cité d'abord a la chance d'avoir 3 professeurs relais, on en a entendu une tout à l'heure, correspondant aux 3 académies de la région parisienne. Donc ça c'est une grande chance parce que ça favorise énormément le maillage et les réseaux avec l'ensemble du système scolaire. En 2022, la Cité de l'Architecture, c'est 32 585 très précisément scolaires accueillis. Donc c'est quand même assez important, et 1235 groupes. Et puis il y a eu une très forte action de formation des enseignants, 300 enseignants formés dans ce domaine de la médiation et l'architecture. Donc ce sont des sujets dont on a entendu parler tout à l'heure comme des sujets clés pour que l'architecture s'infiltre finalement dans l'éducation. Et ce qui est assez notable, c'est que finalement la répartition par niveau est assez équilibrée entre le niveau élémentaire, 39% des scolaires reçus, le collège-lycée, 30%, et l'enseignement supérieur, 30%. Donc ça aussi, c'est assez important, je trouve, parce que dans d'autres établissements où je suis passée avant, par exemple, on avait très peu de collèges et de lycées, surtout peu de lycées. Là, il y en a pas mal. Donc ça veut dire quand même qu'il y a un intérêt important. Et les 3 axes prioritaires d'action, c'est formation des enseignants et des animateurs de centres de loisirs, l'accompagnement des projets éducatifs et les propositions adaptées à tous les niveaux, mais on en a entendu parler tout à l'heure, selon les niveaux, selon les disciplines, on peut proposer cela ou autre chose, etc. J'en profite pour dire que dans la salle, il y a Fanny Servol, qui peut peut-être juste se lever, pour qu'on voit à quoi elle ressemble, voilà, qui est la directrice des publics. Et si vous avez ensuite des questions, des discussions engagées sur le contenu de l'activité de la Cité, elle sera tout à fait volontaire pour répondre à vos questions. Alors maintenant, si on prend, ça c'était le point de vue au microscope, et maintenant si on prend le point de vue de Sirius, il me semble déjà que, alors il y a quelque chose à éliminer, c'est l'idée qu'on va réussir à parler d'architecture, à instituer une espèce de passage obligé par l'architecture dans le cursus scolaire à un moment ou à un autre. Ça, faut oublier ça. C'est une vue de l'esprit. Je le dis parce que je suis moi-même historienne de l'art. Je ne suis pas du milieu de l'architecture à l'origine. Pendant 40 ans, les historiens de l'art, et l'histoire de l'art, ça concerne beaucoup de disciplines, ont essayé d'obtenir qu'il y ait obligatoirement dans l'enseignement scolaire de l'histoire de l'art, voire de l'histoire des arts. Tout ça a échoué lamentablement. On n'a jamais obtenu de CAPES ou de discipline ou de quoi que ce soit. En revanche, il y a une chose vous savez comme moi que les dispositifs de l'éducation nationale, ça fleurit au printemps, c'est fané à l'automne, on en voir fleurir d'autres au printemps suivant, etc. Mais il y en a un qui quand même tient le coup depuis pratiquement 20 ans, et même au-delà, c'est l'EAC, l'éducation artistique et culturelle. Et vous avez sans doute remarqué comme moi qu'à chaque nouveau ministre, qu'est-ce que c'est son projet? C'est renforcer l'éducation artistique et culturelle. Et ce qui est intéressant, c'est que, le dispositif a survécu, 2, il y a un engagement très fort de l'État pour que 100% des élèves aient fait de l'éducation artistique et culturelle. Donc je pense que c'est ce cheval-là qu'il faut enfourcher de manière évidente.
Maintenant, il y a un deuxième sujet, c'est que l'architecture est un domaine dont il est très compliqué de parler. Je suis payée pour le savoir, puisque je suis arrivée à la tête de cet établissement depuis 2 ans. Et je constate toujours davantage que le paradoxe, c'est que l'architecture, c'est un domaine, une discipline, un art, appelons ça comme vous voulez, dans lequel nous baignons du matin au soir et du soir au matin, mais il est peu connu, voire impopulaire. Et comme avait dit un historien de l'art de mon conseil scientifique, rappelez-vous quand même que pour le grand public, les architectes sont ceux qui ont détruit le monde et pas ceux qui l'ont réparé. Alors, ça peut faire frémir dans ce lieu, mais c'est vrai qu'il n'y a pas forcément un amour spontané, je dirais, de l'architecture, comme on peut le constater pour le patrimoine. Or, si on prend tous les guides d'éducation artistique et culturelle, on a encore vérifié avec Fanny tout à l'heure sur Eduscol, il n'y a pas le mot architecture, ça n'existe pas. Il y a histoire des arts, il y a je ne sais plus quoi et patrimoine, mais art visuel et patrimoine, je crois, mais l'architecture, ça n'existe pas. Donc il y a un vrai souci, parce que le patrimoine, ça n'est pas, l'architecture, ça n'est pas que l'architecture contemporaine, c'est aussi le patrimoine. En revanche, l'inverse, évidemment, n'est pas vrai. C'est pas parce qu'il y a patrimoine qu'il y a architecture. Il y a du patrimoine dans tous les domaines, dans la peinture, dans la sculpture, dans tout ce qu'on veut, dans la musique. Il y a aussi un peu d'architecture dans le patrimoine, mais il n'y a pas toute l'architecture. Donc, il y a quand même un vrai problème de formalisation, de libellisation des secteurs de l'EAC. Par ailleurs, moi, ce qu'il me semble, parmi les moyens, je suis quelqu'un plutôt pragmatique et terre à terre, donc les grandes réformes de l'éducation nationale pour faire passer de l'architecture dedans, j'y crois pas trop. En revanche, il y a des outils dans l'éducation nationale qui sont plutôt bien faits. Alors moi, il y en a un que j'ai pratiqué, mais comme je suis vieille, il n'existe plus, bien sûr, mais il existe sous d'autres formes maintenant. C'était ce magazine que les enseignants parmi vous doivent connaître, TDC, Textes et documents pour la classe, Histoire et patrimoine. C'est un numéro que la Cité de l'Architecture avait rédigé. Et maintenant, ce sont des ressources numériques. Je pense que, on l'a bien entendu tout à l'heure, les enseignants qui, en plus, s'engagent dans un projet pour faire connaître l'architecture ou l'histoire des arts ou toute autre discipline, ils n'ont pas le temps d'aller construire quelque chose. Donc, il faut leur donner des outils. Et moi, je me dis, si on se met ensemble, réseau des maisons de l'archi, cité de l'architecture, académie, que sais-je, CAUE, pour faire une espèce de ressource type sur comment découvrir votre ville, comment se fait la ville ou le village. Tout le monde habite dans une ville ou un village ou un bourg. Tout le monde, grosso modo, a un paysage urbain avec plus ou moins quand même une église, un hôtel de ville, une mairie, un magasin, un stade, quelque chose. Il y a moyen de donner des outils génériques qui pourraient être ensuite, dont les enseignants pourraient se saisir pour développer des projets qui, eux, en plus, auraient l'avantage de faire le lien entre tous les arts, l'histoire des arts, c'est-à-dire que ce soit la couleur, l'ornement, la lumière, la danse, tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc je crois très fortement à la production d'outils, et quand on regarde le site d'Eduscol, il n'y a pratiquement rien en fait comme outil sur l'architecture. Quand on regarde le site de Canopée, il y a des choses, mais il n'y a pas ce type d'outil générique. Et il y en a un qui a été fait par l'INHA, l'Institut National d'Histoire de l'Art, sur le patrimoine que nous avons regardé, qui est plutôt très bien fait. Pourquoi on ne ferait pas la même chose sur l'architecture ou sur la ville? Voilà les grands points que je voulais évoquer. Dernier point peut-être, l'un des domaines où on peut le plus capter, Dixit Fanny, parce que moi je ne suis pas une professionnelle, mais j'y crois volontiers parce que j'ai eu, il y a très longtemps, une petite expérience de médiateur pour des élèves de lycée. L'un des domaines où on peut le plus capter peut-être les classes, c'est le domaine professionnel, les lycées pro, qui sont assez délaissés par les autres dispositifs, et qui en plus
quand ils font des projets d'éducation artistique et culturelle, sont extrêmement passionnants parce qu'ils fabriquent. Et donc ils sont capables d'inventer des choses, de les fabriquer, des maquettes, il y en a qui fabriquent des costumes, il y en a qui fabriquent. C'est incroyable la richesse de ce qu'on arrive à tirer de ces projets-là. Donc cette piste me semble aussi intéressante. Je rebondirai sur un des éléments que vous avez cités, c'est faire des fiches sur les espaces qui nous semblent évidents. Et par exemple, ça a été cité, je crois, dans la journée déjà, c'est l'espace scolaire lui-même, puisque pour les élèves, bien sûr, c'est le premier espace qui va de soi. Et en fait, un inspecteur général du ministère avec lequel j'étais en contact en préparant le séminaire me racontait que c'est une politique qui avait été lancée dans les années 60-70 et qui a très peu pris, en fait, même pour l'espace scolaire, qui est le premier espace auquel on peut s'adresser si on veut parler d'architecture, même ça a très peu marché. Ça en dit long sur le fait que l'architecture, effectivement, a priori, posée de façon frontale, c'est pas évident. Ça va pas de soi. Bien, on va, si vous voulez, poursuivre au niveau des présentations. Donc, Frédéric Aboury, vous êtes adjoint de la sous-directrice à l'architecture, à la qualité de la construction et du cadre de vie, Corinne Langlois, et donc vous êtes du ministère de la Culture. Comment donc réagissez-vous à ce qu'on a dit sur la question du redéploiement justement de ces actions dans le cadre notamment de l'éducation artistique et culturelle? Voilà, quel est votre point de vue sur cet avenir? Je rejoins Catherine sur le fait que c'est effectivement plutôt en matière d'éducation artistique et culturelle qu'il faut miser. Et qu'une modification radicale des programmes, la création d'une nouvelle matière reste assez peu probable à mon avis. Je précise que l'éducation artistique et culturelle, c'est une politique interministérielle, donc qui dépend du ministère de l'Éducation nationale et du ministère de la Culture. Donc moi je suis du ministère de la Culture, je ne porte pas la parole du ministère de l'Éducation nationale, je n'ai pas de mandat aujourd'hui pour ça. Et je suis du service de l'architecture. Il faut savoir que la politique d'éducation artistique et culturelle est portée au ministère de la Culture par la Délégation générale au territoire, à la transmission et à la démocratisation culturelle, si je me souviens bien du cycle, DG2TDC. Et donc nous on travaille avec ces collègues-là qui eux pilotent la politique générale d'éducation artistique et culturelle. Nous nous occupons plus spécifiquement de l'aspect EAC architecture. Ce qu'on peut préciser aussi, c'est que cette politique d'éducation artistique et culturelle aujourd'hui, elle passe beaucoup et de plus en plus par le pass culture. Il en a été question lors de la précédente table ronde. Il faut savoir que le pass culture avait au départ uniquement une part individuelle qui permettait alors d'abord aux jeunes de 18 ans et maintenant je crois que c'est des 15 ans avec des sommes moindres d'acheter des livres, d'aller au cinéma, donc une part individuelle de découverte culturelle. Et depuis 1 ou 2 ans, je crois 2022, si je dis pas de bêtises, il y a une part collective de plus en plus importante, financée par le ministère de l'Éducation nationale, pour faire des actions d'EAC dans le cadre scolaire et financée par le Pass Culture. Et donc un point, peut-être une piste pour l'avenir serait d'encourager toutes les structures de diffusion de l'architecture de se rapprocher, les encourager à se rapprocher de la société d'intérêt général qui gère le Pass Culture pour le ministère de la Culture, pour essayer de faire de l'entrisme architectural dans le Pass Culture et être très présent à la fois sur le volet individuel et sur le volet collectif proposé aux jeunes qui disposent du Pass Culture. D'autant plus que le volet EAC dans les classes va être étendu, je crois, à partir de 2023, va démarrer dès la 6e, je crois que ça démarre dès la 4e maintenant. Donc tout ça est une piste quand même assez riche. Sinon, je peux dire aussi ce que fait le service de l'architecture en matière d'EAC. EAC architecture donc. Déjà on soutient, alors soit au niveau national, tous les réseaux de diffusion de l'architecture et de valorisation de l'architecture, que ce soit le réseau des maisons de l'architecture, la Fédération nationale des CAUE, alors encore plus, je dirais, la Cité de l'architecture et du patrimoine, puisque c'est un établissement public sous tutelle du ministère. On a aussi, on ne subventionne pas le CNOA, mais on a évidemment des relations étroites avec le CNOA.
Donc c'est la première action, les ENSA évidemment. Tout ça c'est en gros d'appuyer soit en administration centrale, soit via les conseillers d'architecture dans les directions régionales des affaires culturelles, toutes les actions de AC, de tous ces réseaux dont la journée d'aujourd'hui a montré le dynamisme. Et puis, donc ça c'est le premier volet, c'est d'une certaine manière le plus important, c'est-à-dire en gros soutenir les acteurs qui font directement de l'EAC. On n'est pas là pour se substituer au dynamisme de tous ces réseaux. Le deuxième volet, c'est l'opération Lever les yeux, qui est donc le vendredi qui précède les Journées nationales de l'architecture et le vendredi qui précède les Journées européennes du patrimoine. Donc c'est depuis 2019, en tout cas ça s'appelle Lever les yeux depuis 2019. Et donc c'est une journée vraiment d'éducation artistique et culturelle à l'architecture, à la veille de ces deux grands événements culturels organisés par le ministère de la Culture. Et donc l'idée c'est vraiment que les enfants, les élèves aillent dehors avec leurs enseignants, découvrir l'architecture, leur cadre de vie, le paysage. Et c'est une sorte de point d'orgue quand même de l'action des réseaux EAC architecture. Donc ça c'est le deuxième volet. Troisième volet, alors elles doivent être bien cachées, mais nous avons des fiches architecture sur Eduscol qui sont en ligne depuis juillet 2022, tout à fait. Ça a été assez long à élaborer, je crois que il y a tout un vocabulaire pédagogique de l'éducation nationale auquel il faut s'adapter, qui est pas forcément natif au service de l'architecture. Donc ça a mis du temps, mais depuis juillet 2022, il y a des fiches pour les enseignants en maternelle sur la découverte de l'espace par les petits enfants, les portes, les fenêtres, les murs, et donc adapté au programme de maternelle. Et donc ça c'est une autre action qu'on a menée, et on invite les enseignants de maternelle à s'en saisir. Et puis dernier volet, c'est la politique éditoriale du service de l'architecture. Alors vous connaissez peut-être les carnets d'architectes et les carnets d'architecture qu'on publie aux éditions du patrimoine, qui sont pas pour les enfants, mais on a lancé en octobre 2022, à l'occasion des dernières Journées nationales de l'architecture, une collection de livres pour enfants qui s'appelle Archi et Basile, et qui permet de découvrir le métier d'architecte, le chantier, bientôt les questions urbaines, les relations avec la banlieue, la campagne. Et puis on a un quatrième titre en préparation pour l'année prochaine qui est sur la ville écologique de demain. Et cette collection est assez réussie, elle est publiée aux éditions du patrimoine, elle a eu un certain succès en librairie, elle est pour les 8-10 ans et elle permet donc de découvrir l'architecture, le métier d'architecte de façon ludique. C'est des sortes de livres-jeux. J'aurais dû en apporter moi aussi aujourd'hui, j'ai oublié. Et donc je vous invite là aussi à vous en saisir comme support pédagogique. Et dernier point en matière de politique, donc on a 2 titres déjà sortis, pardon, on en sort un autre là en juin et le 4e l'année prochaine. Et dernier point, on a élaboré aussi une bibliographie d'ouvrages jeunesse sur l'architecture, l'habitat. Donc il y a plus de 300 titres recensés. On s'est appuyé sur les recensements des différentes institutions, des différentes bibliographies existantes. À la bibliothèque de la Cité, il y en avait notamment. On a bénéficié aussi du soutien et des contributions d'un centre de recherche et d'information sur la littérature jeunesse, qui est assez reconnu dans le domaine de la littérature jeunesse, le CRILJ. Et donc là aussi, je vous invite à aller en ligne sur le site du ministère de la Culture. Je vous invite à la découvrir et à vous appuyer sur le support livre. Je crois que ça a été évoqué aussi lors de la précédente table ronde. Le support des livres pour faire découvrir l'architecture aux enfants. Voilà. Merci pour ces premières présentations donc des actions du ministère dans ce domaine. Je vais passer la parole à Valérie Flicoteau, donc qui est vice-présidente du Conseil national de l'Ordre des architectes et qui est donc représentante de cette institution pour nous parler un petit peu du ressenti et de l'importance que l'Ordre accorde à ces actions. Bonjour à tous. Déjà, je suis très heureuse d'être ici et ça a été un petit peu difficile cette représentation. J'espère que vous serez
indulgent avec moi et que je vais pas dire trop de bêtises parce que finalement j'ai été prévenue un petit peu au pied levé, mais c'est aussi vous dire que on tenait vraiment à être avec vous ce soir, enfin cet après-midi. J'ai pas pu être là ce matin, mais c'était important pour le conseil d'être là. J'ai 3 choses à vous dire. Donc je rebondis sur la question d'Eduscol. En fait, l'Ordre des architectes, avec la Fédération des CAUE et avec le RMA, a lancé une expérimentation autour de la formation d'enseignants dans les Pays de la Loire pour fabriquer des contenus justement qui seront mis sur Eduscol. L'idée, c'est que donc on était dans le cadre d'une expérimentation. Maintenant, on veut changer de braquet, on veut changer d'échelle. Du coup, les instances de l'ordre sont en train là de prendre date avec le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de la Culture pour travailler ces sujets en interministériel et pour obtenir justement la généralisation en fait de cette expérimentation qui a déjà eu lieu, et effectivement l'enjeu aussi de fournir des contenus sur Eduscol bien plus large que ceux qui ont déjà été fabriqués. Donc c'est quelque chose qui est en marche. Les rendez-vous sont en train d'être pris. Je crois que Christine, je sais plus si c'est des rendez-vous avant ou après l'été, mais en tout cas c'est des choses qui sont très sensibles. On a échangé sur cette question avec Hélène Fernandez, la nouvelle directrice de l'architecture, et on l'a mobilisée pour que le ministère de la Culture nous appuie en interministériel sur ce sujet d'Eduscol. Donc on est effectivement très mobilisés et on partage avec vous l'importance de ce sujet et de ce sujet de la médiation. Autre chose dans lequel on s'investit, c'est la classe dehors. Donc ça, c'est une initiative qui est plutôt portée par une association dont Patrick Bouchin est l'un des chefs de file, où il s'agit de sortir les élèves pour faire de l'éducation, en fait, faire de l'éducation en dehors de la salle de classe. Il y aura des premières rencontres, je crois, nationales qui vont se tenir à Limoges, à Poitiers, pardon, désolé, excusez-moi, voilà, c'est pour ça que donc ce sera à Poitiers. Christine sera présente. Elle a signé la tribune autour de Classe dehors. C'est des sujets qui nous intéressent là aussi, qui sont dans cette question de la médiation. Après, la troisième chose que je voudrais partager avec vous, là, c'est plus revenir sur des questions d'architecture. Je pense que ça n'aura échappé à personne. Le réchauffement climatique finit par intégrer les consciences, y compris au niveau gouvernemental. On a vu que la crainte d'avoir des ruptures d'approvisionnement énergétique cet été a incité le gouvernement à lancer des plans sobriété dans l'ensemble de ces ministères. Donc il y a eu des plans sobriété dans les bâtiments culturels, il y a eu des plans de sobriété dans les bâtiments de l'éducation nationale, il y a eu des plans de sobriété un peu partout. Mais après avoir réglé les chaudières, baissé le chauffage et fait 3 actions qui ont pu être faites rapidement pour passer l'hiver, tout le monde s'est quand même dit que le plus grand, la meilleure action vers la sobriété, ce serait de s'attaquer aux problématiques de bâtiments. Du coup, il y a des plans de programmation, de réhabilitation là des bâtiments scolaires qui sont en cours d'élaboration. Il y a eu des annonces ministérielles qui ont été faites. Donc je reviens à ce que je disais tout à l'heure sur le fait que l'architecture qui est rattachée au ministère de la Culture, et c'est important pour tout le monde que l'architecture soit rattachée au ministère de la Culture. En même temps, les plans sobriété sont pilotés par le ministère de la Transition écologique. Or là, le ministère de la Transition écologique a annoncé que ils allaient, je ne sais plus quelle est la période de temps, mais qu'il fallait consacrer 45 milliards d'euros à la réhabilitation de ce qu'on appelle les bâtiments scolaires. Donc c'est les bâtiments primaires, secondaires, hors universitaires. Donc dans une échéance relativement courte, des plans vont être mis en œuvre pour intervenir physiquement sur les écoles qui sont et avec des priorisations sur les bâtiments qui sont des passoires thermiques. Donc moi, j'y vois, moi, une opportunité collective pour nous tous de faire du chantier
tout ce qu'on a entendu là dans la précédente table ronde. C'est-à-dire le chantier, c'est un moment un peu tendu où il faut tous se pousser, il faut tous réfléchir à la question de l'espace, il faut tous réfléchir à la question du confort, de l'usage. Et puis c'est quand même une visite de chantier. On parlait d'expérience et de se souvenir. Pouvoir travailler la question du chantier dans une école pendant 1 ou 2 mois, quand les chantiers arrivent à se faire en concomitance, parce que les chantiers dans les écoles se font souvent en temps masqué. Mais il y a aussi du coup des questions de déménagement, puisque on fait en phase, donc il faut changer. Donc il y a là, il y a un potentiel terrain de jeu génial dont ce serait super dont on se saisisse. L'autre chose aussi qui est extrêmement intéressant pour nous tous, c'est que moi, du coup, qui suis amenée à assister à tous ces plans, ces présentations de plans sobriété, dans les bâtiments scolaires est arrivée l'idée que quand on sensibilise les élèves à la sobriété, ils reviennent à la maison avec des sujets et ils parlent à leurs parents il faut arrêter de faire couler l'eau, il faut éteindre la lumière, il faut baisser le chauffage. Et ça, je pense que l'éducation nationale, elle, a conscience de ça. Et là aussi, nous, on est là parce que ça, c'est des choses de bâtiment. Ça, c'est des sujets de bâtiment. Le chauffage, comment il est réglé, comment on a le droit de mettre un pull chez soi en hiver. On n'est pas obligé d'être en maillot de bain tous les jours quand il fait moins 40 degrés. Et du coup, voilà, moi, là, la transition écologique, en fait, nous ouvre une porte pour relier cette question du bâtiment à cette question de l'expérience, et ça passe forcément par la culture. Voilà, c'est un petit peu ce que je voulais vous dire. Mais merci Valérie pour cette première intervention. Donc on va continuer la présentation des intervenants avec Valérie Charolais, directrice de la Fédération nationale des CAUE. Et donc, voilà, comme pour les autres intervenants, je vais vous laisser la parole. Quoi faire bien, j'ai noté des petites choses au fur et à mesure de cette journée. Bonjour à tous. Mais en préambule quand même, parce qu'on a cité les CAUE plusieurs reprises et leur fameuse taxe d'aménagement. Nous, réseau CAUE, effectivement, on bénéficie d'une ressource qui est issue de la loi de 77, donc on a une mission d'intérêt public et une ressource qui en découle. Ça veut dire que si on l'applique à la question du jour, on est en responsabilité et presque en devoir d'être là où il n'y a pas de marché rémunérateur. Je m'explique. Sur cette question de la sensibilisation, on doit et on répond à la question de quels outils bâtir. Là, c'est très difficile pour une agence privée, enfin, certains se sont exprimés, de construire des outils parce que qui va payer des outils en tant que tel? Le réseau des CAUE, il est là pour ça, pour inventer des outils, pour les mettre à disposition et gratuitement. Je pense qu'on est là aussi pour expérimenter. C'est vraiment dans l'ADN des CAUE que de se positionner dans l'expérimentation et non pas la répétition. Ou si c'est la répétition tant qu'il n'y a pas de relais. Et c'est valable aussi pour ces missions de sensibilisation. Et enfin, on est là aussi pour créer du lien dans les territoires entre les acteurs. C'est pas une mission qu'on peut rémunérer en tant que telle. Donc avec cette mission d'intérêt public et les moyens qui sont attachés, nombre de CAUE essayent de rassembler tous les acteurs de la sensibilisation. Alors, pas spécialement l'architecture. Hein. Et voilà ce qui explique, à mon sens, particulièrement la vocation des CAUE en matière de sensibilisation. Alors oui, aussi, on a énormément, et Laetitia en a parlé ce matin, de missions originales qu'on déploie dans les territoires, mais bon, voilà, on va pas se faire une page de pub. Mais dans les petites choses que je retiens, moi, de la journée, alors, j'ai envie de parler architecture, métier et politique, un peu. Sur l'architecture, je vous rejoins assez bien dans l'idée qu'on ne peut pas réclamer un enseignement obligatoire en architecture. Là, aujourd'hui, on parle d'architecture, mais moi, il y a une semaine, j'étais dans un autre séminaire où on parlait d'urbanisme, la revendication est la même. Si vous demandez aux paysagistes qui interviennent aussi dans les classes, ils ne rêvent que d'une chose, c'est qu'on mette un enseignement au paysage dans les classes. Je suppose que le nutritionniste rêve de la même chose, etc., etc. Donc, je pense que c'est pas le bon angle. À l'inverse, autant s'appliquer l'idée que l'architecture permet de relier pas mal de choses pour avoir une lecture de ce qui existe dans nos programmes
Et dans les programmes, que ce soit au collège ou autre, on a de l'histoire, on a de la géographie, on a les mondes habités, voilà, on a des rubriques comme ça. Et je pense que c'est à nous d'aller chercher aussi dans ces rubriques-là comment on peut placer l'architecture. Et là, il peut y avoir un effet de surprise intéressant. Et on le sait, en réalité, quand on parle d'architecture, on convoque toutes ces disciplines. Donc, nous, côté CAE, on a aussi cette lecture-là de se dire, bon, il n'y a pas de cours d'architecture, ben, c'est peut-être pas grave. Par contre, on parle d'histoire, on parle de géographie, on parle de mathématiques, et là, on peut glisser l'opportunité de l'architecture. Donc, effectivement, comme en plus, comme vous l'avez rappelé, l'EAC, c'est quand même à cheval sur 2 ministères, ce qui est quand même pas toujours très fréquent, autant exploiter ce filon de transversalité, en fait, qui est lié à ce métier. Ensuite, l'architecture, elle est quand même effectivement reliée à l'urbanisme, au paysage. En fait, la question, c'est l'éducation du regard qu'elle permet. C'est le fait que on rend heureux un individu, un jeune, qu'il soit à la maternelle ou autre, lorsqu'il comprend où il habite, comment c'est, pourquoi, comment il y va, etc. Et avant même, de toute façon, l'idée n'est pas d'en faire des architectes. Et on voit bien, c'est pas parce qu'on n'a pas assez de cours d'architecture qu'on n'a pas envie d'aller en école d'archi. Et c'est pas non plus dans l'ouvrage de Monsieur Tapi qu'intervenait ce matin, le désamour entre les Français et l'architecture n'est pas lié à ce déficit-là. Il renvoie souvent au métier même d'architecte, un peu, qui aussi peut-être met une distance avec les Français. Le deuxième point, moi, que je retiens, c'est la question des métiers. Alors, je sais plus, il y a une dame tout à l'heure qui est intervenue, et nous, ça nous étonne toujours un peu dans le réseau, qui disait un architecte qui se forme à la médiation en architecture reste un architecte. Bon, alors moi je pense que le PDG de Vinci, il se dit PDG de Vinci, il dit pas qu'il est ingénieur arts et métiers. Je m'explique. Je pense qu'il faut absolument que nous-mêmes reconsidérions avec un immense intérêt et une grande hauteur de vue ce métier de médiateur. C'est un métier qui est très récent en France. Qui peine peut-être un petit peu à naître, mais en tout cas, moi, il me semble qu'on a de l'aider à éclore et justement dans nos disciplines, c'est-à-dire médiateur en architecture, médiateur en paysage, médiateur en urbanisme, etc. Et que l'on vienne d'une école d'architecture qui reconnaît, et ça, je pense que c'est effectivement important, que les diplômes reconnaissent la médiation en tant que telle, c'est-à-dire que ça n'apparaisse pas comme un petit plus, et puis bon, les élèves sont un peu dévalorisés parce que bon, bah ça c'est gentil, ça mange pas de pain. Non, je pense qu'il faut que nous-mêmes nous y croyons à ce métier de la médiation en architecture. Donc ça me semble très important, effectivement, qu'on milite pour que la médiation soit dans les formations, comme ça a été dit, que ça fasse partie d'un débouché, comme d'autres, et que le métier derrière sera médiateur en architecture. À l'inverse, on a des CAE qui convoquent, je dirais, leur savoir en architecture et qui travaillent avec des médiateurs culturels pour proposer des visites. Il n'y a pas un sens qui est mieux que l'autre. On a des gens qui viennent à la médiation par l'architecture et on a des gens qui viennent à l'architecture par la médiation. Donc je pense que, voilà, il me semble que c'est important c'est même pas de réhabiliter, mais d'habiliter ce métier de la médiation en tant que tel. Et puis, troisièmement, alors de là où on est dans notre réseau, évidemment, il y a des politiques, comme vous le savez, à la tête de nos réseaux. Et je pense qu'il faut, si on a de continuer une réflexion collective nationale, s'interroger sur qu'est-ce qui porte aujourd'hui, qu'est-ce qui est porté par les politiques. Je le fais un peu cash et j'espère qu'il n'y en a pas trop dans la salle, ou sinon on s'en expliquera. La sensibilisation des scolaires, nous, ça nous branche. Mais aller trouver des politiques qui ont envie de porter ça, même au niveau départemental, c'est pas évident. Voilà. Mais de toute façon, comme ce qui touche au scolaire en général, le scolaire, il n'a pas de droit de vote. Donc voilà, on peut se dire, ah oui, mais ses parents ont un droit de vote, etc. D'accord, mais ça suffit pas, quoi. Donc ça, c'est compliqué. Donc, j'entendais parler de plaidoyer ou autre, l'architecture est tenue à distance de l'élu et l'élu se tient à distance de l'architecture. Pour des raisons, je pense, partiellement expliquées aussi dans l'ouvrage de Guy Tapi. Donc c'est un état de fait. Pardon ? Ok.
Donc ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des élus qui sont mobilisés quand même, hein. Mais je veux dire, vous trouvez des grands élus qui se sont fait connaître dans le paysage institutionnel français parce qu'ils défendaient la sensibilisation du jeune public, il n'est pas encore né. Donc autant le prendre comme un fait. Par contre, il me semble que l'école dehors, ça commence à un thème porteur. Quand on voit comment la renaturation des cours d'école, etc., arrive, l'école, ça touche toutes les collectivités. En fait, même dans le vocabulaire, la notion d'école, elle interpelle la commune, elle interpelle le département, elle interpelle le lycée. Parce c'est dans leurs compétences que de gérer ces niveaux d'enseignement-là. Donc, c'est quand même, il me semble, intéressant de se dire quel est le discours politique que l'on peut avoir qui soit audible par nos décideurs. Parce qu'au final, ce qu'on va quand même rechercher, c'est aussi un relais auprès des décideurs dans nos envies, si ce n'est nos revendications. Donc voilà, là je vous le dis de là où je suis, c'est-à-dire que nous, on a des présidents de CE qui sont des élus départementaux, nous avons nous-mêmes ce débat dans le réseau, donc on a un peu la chance parce que dans le réseau, ça fait partie de nos missions, on a quand même pas mal d'élus qui sont sensibles à ça. Mais si vous allez à l'Assemblée nationale ou au Sénat, c'est pas forcément des sujets qui sont dans leurs préoccupations. Alors que l'école dehors, ça peut être porteur. Mais même au-delà de ça, on voit bien quand même certains politiques se rendre compte que, je rebondis sur ce que tu disais Valérie, sur la question des enjeux d'aujourd'hui, qu'on prenne la transition énergétique ou autre. On se rend compte qu'en France, on a toutes les solutions techniques pour résoudre les problèmes qu'on a en face de nous. On sait comment résoudre la question du changement climatique. Et pourtant, on se demande comment on va s'adapter. Et on est prêt à nous faire signer comment on va s'adapter à 4 degrés, etc. Les solutions, on les a et ça bouge pas. Et aujourd'hui, on a quand même de plus en plus de politiques qui réalisent le fait que le levier n'est pas technique, il est culturel. Et là, ça reboucle avec ce qu'on se racontait précédemment, c'est-à-dire que les acteurs culturels ont une responsabilité vis-à-vis des changements qui sont attendus pour faire face aux défis de demain. Et donc, qui dit acteur culturel, dit éducation, dit ministère de la Culture. Donc cette situation, je pense, nous oblige à regarder cette mission de sensibilisation avec ce regard politique qui peut nous aider justement à porter nos idées, en fait. Donc voilà, c'était ce petit point-là que je voulais souligner aussi. Voilà, merci. Alors, si vous voulez, je vais finir la présentation de la table ronde avec Anne-Sophie Kerr et Pablo Katz, respectivement présidente du réseau des maisons de l'architecture et le président de l'Académie d'architecture, qui se sont déjà présentés eux-mêmes aujourd'hui. Mais s'ils l'acceptent, je leur passerai la parole en conclusion de la table ronde. Et je vais un petit peu relancer le débat entre les autres intervenants avant de vous passer la parole, pour que vous ayez tout le loisir de conclure sur l'ensemble des dires de la table. Moi je voulais évoquer, au travers d'un souvenir personnel, une question que je me pose sur la question de la formation des formateurs, à partir de l'histoire que nous avons vécue avec pratiquement les mêmes acteurs il y a de ça... pas tout à fait 20 ans, une quinzaine d'années, quand on a fait notre colloque au Sénat, avec le réseau des maisons de l'architecture, la FNCAUE, les ministères, et c'était au Sénat. Donc c'est l'anecdote que je cite, c'est parce que qu'on a préparé ce colloque au Sénat en allant voir avec à l'époque le président du Conseil national qui était Lionel Dunet. On est allé voir un élu qui était un ancien maire d'une grande ville de France, Orléans. On a parlé architecture avec lui, il nous invitait à déjeuner à l'excellent restaurant du Sénat. Et au milieu du repas, il nous explique que oui, il était convaincu par l'architecture et qu'il fallait glorifier la belle architecture, laisser toute la liberté de création aux architectes et on était dans le geste, on était dans la représentation, dans ce que Philippe Madec appelait aujourd'hui l'architecture monumentale, désignée comme des objets comme ça émergents dans le paysage urbain, qui ont leur utilité, mais qui sont aussi parfois un masque par rapport à ce qu'est vraiment l'architecture dans sa simplicité quotidienne. Et c'est nous,
architectes qui lui ont dit mais c'est pas du tout ça notre sujet, c'est le contraire. C'est qu'on veut parler de l'architecture quotidienne et on veut montrer combien elle concerne véritablement les grands publics. Voilà. Et du coup, on a vu dans ses yeux, parce que c'est un homme fort intelligent, qui avait une belle politique locale, et il a tout de suite compris, et donc il a ouvert les portes du Sénat en ayant compris. Et on a réussi, y compris, à faire une intervention parmi les sénateurs à l'époque, et donc c'est allé assez loin. On a convoqué une petite réunion à son initiative, et les sénateurs ont découvert qu'à l'époque il y avait des architectes qui savaient déjà se poser les questions différemment que de défendre l'architecture de façon univoque, unilatérale, comme nos pères et nos ancêtres qui glorifiaient la grande architecture. Et en fait, pourquoi je cite cette anecdote, c'est parce que à l'issue de ce colloque, on s'est dit, il faut absolument prendre notre bâton de pèlerin et former les formateurs, bien évidemment, puisque à l'époque, si vous voulez, on était un petit peu dans un entre-deux, on voulait aller vers la généralisation des actions pédagogiques, il fallait commencer par, et on visait ce qu'on appelait le duo architecte-enseignant, qui s'est mis en place depuis, il fallait former les enseignants, former les architectes à ça. Et je vois que 18 ans après, on est toujours dans la formation des formateurs. Et nous y croyons toujours, bien sûr, et nous le faisons, et nous y poussons. Comment faire pour faire décoller ça et pour faire en sorte que ça devienne le fer de lance de la généralisation, que à terme chaque enseignant puisse en toute décontraction, en toute naturalité, je dirais, dans sa démarche pédagogique, investir les sujets, que ce soit au travers de l'art, des arts plastiques, de l'histoire, de tout ce qu'on veut, mais parler aussi de ce que c'est que fabriquer un bâtiment, une architecture, la ville, les quartiers, le territoire, les paysages, parce qu'évidemment tout ça, c'est parfaitement relié et articulé. Comment faire pour faire un bon qualitatif et quantitatif dans cette formation des formateurs pour arriver enfin à redéployer ces sujets à l'école? Moi, je vais revenir à mon idée tout à l'heure. Je reste persuadée que mettre à disposition du corps enseignant des outils ou une espèce de manuel, comment parler d'architecture en maternelle, en CP, etc. Et donner des outils aussi pour que les enseignants, même dans un petit village, puissent faire travailler leur classe sur qu'est-ce qu'ils voient autour d'eux, comment c'est organisé, etc. C'est fondamental. Et il y a cette couche de fournir une espèce de base, de socle opérationnel. Et puis, il faut faire un coût. Et parmi les coûts, il y a un outil dont j'ai pu moi-même vérifier la puissance quand j'étais dans des fonctions précédentes, c'est obtenir qu'il y ait un sujet architecture au bac. Alors quand il se trouve que j'ai été directrice du musée Rodin, mais c'est pas moi qui l'ai inventé. Un jour, l'Éducation nationale est venue nous voir en disant voilà, c'est confidentiel, mais on va mettre Rodin au bac. Alors c'était pour l'option Histoire des Arts, mais ça couvre quand même déjà pas mal de monde. Donc on était très contents, évidemment. Ça dure 2 ans. Ils ont même prolongé d'1 an. Donc pendant 3 ans, il y a eu Rodin au bac. Et tout d'un coup, on a vu arriver en rang serré des bataillons de lycéens qu'on ne voyait jamais. Et ça peut... Voilà, je me dis, aujourd'hui, avec tous les enjeux de l'écologie, peut-être quelle est la maison de demain, ou l'architecture et écologie, enfin, il y a quelque chose certainement à discuter avec l'inspecteur, notamment l'inspecteur général d'Histoire des Arts, ou d'autres interlocuteurs à l'Éducation nationale. Et ça, je pense que ça peut être un très fort levier, parce qu'à ce moment-là, l'Éducation nationale produit lui-même un outil sur le sujet qui est distribué dans toute la France. Donc, ça peut être une idée. Si vous voulez bien, Catherine Chevieux, je vais continuer avec vous parce que je sais que vous avez un horaire un peu contraint. Et donc, je voulais revenir avec vous sur ce que vous avez dit tout à l'heure sur les performances de la Cité de l'Architecture en matière de public scolaire reçu, et que vous nous parliez de vos projets et du fait que vous avez quand même le sentiment fort, et on a ce sentiment fort quand vous racontez ça, que vous êtes quand même un peu une plaque tournante de la question architecturale à l'échelle de l'Île-de-France, à l'échelle des académies de Versailles et de Créteil. Est-ce qu'en fait, il n'y aurait pas là une sorte d'embryon d'un pôle ressources, éducation artistique et culturelle en matière d'architecture? Alors là, il faudrait que je passe la parole à Fanny qui pourrait répondre. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, nos actions
mais Fanny me contredira si je me trompe, elles sont beaucoup orientées, à tout niveau d'ailleurs, pas seulement pour les publics, sur les expositions temporaires. Et on a à réinvestir le champ de la présentation permanente, notamment aussi en termes de dossiers pédagogiques. Donc on s'est dit dernièrement que sur les collections permanentes, il serait bien de faire un dossier pédagogique à partir peut-être d'une première version. Et nous avons aussi en perspective la refonte du parcours permanent pour qu'il soit beaucoup plus à la main, au niveau du grand public, d'un public non spécialisé, qui est un vrai récit qui unifie le parcours, qui est quand même pas simple pour le public qui ne connaît rien à l'architecture. Et troisième élément, on a aussi l'ambition d'ouvrir une galerie pédagogique, mais pas seulement pour les petits, mais qui puisse aussi servir pour les familles. Donc, mais moi je crois que je sais que le réseau des maisons d'architecture a eu aussi une grande expérience en matière de pédagogie et d'élaboration de ressources, les CAE aussi. Moi je pense qu'on aurait vraiment avantage à se mettre autour d'une table et à se dire, bah voilà, si on avait à proposer à l'éducation nationale une sorte de manuel, de vadémécum, de tout ce que vous voulez, ou d'ensemble de ressources, autant mutualiser nos expériences, nos ressources, les choses, savoir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a pas marché. Moi, j'ai été assez épatée. La direction des publics a fait quelque chose avec des lycées pro sur les jeux de construction, par exemple. Il y a eu 3 classes de lycées pro. Et nous-mêmes, nous avons produit, donc je dis nous, c'est la direction de Fanny, a produit une exposition jeux sur les jeux de construction. Il y avait une partie historique avec l'exposition de jeux de construction, et puis une partie atelier avec plein de types de jeux de construction disponibles. Donc ça a très bien fonctionné, ça tourne actuellement en France. Mais parallèlement, pendant que l'expo était chez nous, la direction du public a fait un projet avec des classes de lycée pro. Et ces lycées pro, ils étaient en ébénisterie et ils ont été invités à construire eux-mêmes leurs jeux de construction. Et Fanny m'a montré des photos, mais c'est magnifique. Ils ont conçu des choses d'une qualité technique, d'une qualité de conception formidable. Donc voilà, des trucs qui marchent, on peut les mutualiser, essayer d'en tirer quelque chose de plus générique pour mettre ce matériel déjà pré-mâché, si je puis dire, à disposition des enseignants. Merci. Donc là, je vais poser un peu la même question à Monsieur Aboury, donc du ministère de la Culture. Pensez-vous qu'on puisse, au niveau des différents ministères, les interpeller pour travailler plus efficacement aux dynamiques de formation de formateurs? Je pense bien évidemment, par exemple, à un sujet qui a été abordé tout à l'heure, c'est le fait que les ENSA reçoivent pas mal d'enseignants, comme le font aussi les maisons de l'architecture et d'autres et les CAUE, pour former des enseignants à l'architecture. Est-ce qu'on peut imaginer que le ministère de la Culture soutienne cette démarche qui consisterait à élargir le champ de la formation des enseignants au sein des différents réseaux, et notamment en ce qui vous concerne des écoles nationales d'architecture? Alors sur le principe, le ministère de la Culture ne peut qu'être favorable à la formation des enseignants à l'architecture, et en particulier le service de l'architecture, sur le principe. Après, c'est plus un sujet quand même qui relève du ministère de l'Éducation nationale, la formation des enseignants. Oui. Donc il va m'être un peu délicat de me prononcer. Au niveau des temps de mise à disposition notamment, oui. Voilà. Par contre, je sais que c'est une des priorités quand même de la ministre de la Culture et du ministre de l'Éducation nationale en matière de AC, dans la mesure où, dans une communication récente au Conseil des ministres, ils ont effectivement insisté sur l'importance de la formation des enseignants comme un levier essentiel de généralisation de l'EAC. Je cite, ça date de février. Et ils mentionnent notamment créer à cet effet l'Institut national supérieur d'éducation artistique et culturelle. Alors vous en savez sans doute plus que moi. L'INSEAC devra prendre toute sa part à cet effort d'animation, de coordination et de recherche. Donc peut-être qu'une piste serait de faire de l'entrisme architectural à nouveau au sein de l'INSEAC, à creuser. Alors j'en profite pour faire un mot d'information et dire à la salle et aux intervenants de la table ronde que nous avons dans la salle la secrétaire, je crois,
Haut Conseil à l'éducation artistique et culturelle, qui est en fait une institution jumelle et qui fait le pont entre les deux ministères. Madame Bébin, si vous voulez bien vous manifester, voilà, vous êtes là. Et donc, on a eu un premier retour spontané dont on la remercie, qui est de dire que il lui semblait que le séminaire qu'on tient aujourd'hui est d'un bon niveau. On espère que ça permettra, que ça remontera au président auquel on a écrit concernant ce séminaire. Voilà, au président Etis, je crois, c'est ça. Voilà. Donc, je vais poursuivre, si vous voulez bien, les interventions et les questions à la table ronde. Alors, Valérie Flicoteau, tu as évoqué donc la question des travaux, des chantiers et de la sobriété en matière d'équipements scolaires, et on sait que c'est un sujet énorme. C'est un sujet énorme d'autant plus, comme on l'a cité plusieurs fois aujourd'hui, et je l'ai rappelé tout à l'heure, que les lieux scolaires, c'est le premier lieu d'apprentissage potentiel de l'architecture, hein. Mais c'est aussi une des choses qui interroge beaucoup aujourd'hui par rapport aux innovations pédagogiques, puisqu'en fait, les bâtiments scolaires aujourd'hui, c'est aussi le lieu, par rapport à tout ce qu'on raconte sur l'école ouverte, c'est un peu le lieu quand même de la grande tradition de la salle frontale, un petit peu comme nous aujourd'hui, là, avec la salle qui fait face à l'estrade. Et donc, il faut peut-être penser aussi à des dynamiques permettant, par-delà la simple sobriété, à des réflexions architecturales plus approfondies sur l'enjeu de l'espace quand on veut faire bouger et évoluer l'éducation, par exemple. Alors, oui, je pense que t'as certainement raison, tu me prends un peu à froid là, merci Clou. Ouais. Alors, bon, moi j'avais aussi envie de parler, c'est-à-dire que autant et on l'a entendu tout à l'heure, c'est-à-dire que autant c'est bien que les professeurs s'imprègnent d'architecture, autant c'est bien aussi que les architectes aillent aussi vers la médiation. L'équipe actuelle du Conseil national revendique aussi cette ouverture de la pratique de l'architecture un petit peu à côté de la stricte maîtrise d'œuvre. Je pense que la médiation en est un super exemple. On est partenaire aussi des résidences des résidences d'architecture qui sont portées par le RMA, et c'est aussi une façon d'exprimer cet attachement au pas de côté. On est en train de développer aussi des actions autour de la question du conseil. Et du coup, je vous raconte tout ça parce que je pense que essayer d'obtenir que à chaque fois qu'il y aura un chantier autour d'une école, il y ait de l'argent pour de la médiation, qu'elle soit faite par l'architecte ou par quelqu'un qui est spécialisé au sein de son équipe de maîtrise d'œuvre, ou par quelqu'un que l'école va... C'est pas très important de savoir, mais par contre, que la rénovation de l'école soit aussi l'occasion d'une médiation. Et j'ai entendu quelque chose qui était très intéressant tout à l'heure, c'est que c'est bien beau de faire de la médiation et de dire aux élèves qu'on les écoute et tout, mais en fait, c'est important aussi de restituer cette médiation et de montrer aux élèves qu'ils ont été écoutés et que, voire même, en amont du projet, ils peuvent co-construire certaines parties du programme, interroger le programme et éventuellement l'aménagement des lieux, ou en tout cas de la cour, très certainement. Je sais qu'il y a beaucoup là de médiation autour des aménagements des cours oasis pour co-construire justement la façon dont on pratique la cour. Je vois pas pourquoi sur des lieux qui sont un peu emblématiques comme le CDI, comme il peut pas y avoir ce type de choses. Après, moi je suis pas membre de l'Éducation nationale, c'est pas nous qui faisons les programmes. Je pense que cette question de comment on fait classe, nous, j'ai un petit peu envie de dire, nous on hérite d'un programme, tu vois ce que je veux dire. Donc effectivement, travailler à faire évoluer les programmes bâtiments autour d'une classe qui est organisée différemment, soutenir des initiatives classe dehors, ça c'est notre rôle. Dire à l'Éducation nationale comment un prof doit enseigner à ses élèves, je pense que là on déborde complètement de notre cadre. Mais par contre, voilà, je te dis,
faire que à chaque fois qu'il y a un projet dans une école ou dans un lycée, il puisse y avoir de l'argent pour une médiation, y compris en amont, pour travailler sur le programme, ça c'est quelque chose aussi qui pourrait nous réunir. Voilà quoi. Moi, pour répondre aussi à ce qui a été dit tout à l'heure, pour moi, l'architecte qui fait de la médiation, l'architecte qui fait du conseil, il est tout autant architecte que l'architecte qui fait de la maîtrise d'œuvre. Et je pense que c'est derrière nous, quoi. Cette question de t'es pas maître d'œuvre, t'es pas architecte. Et ça aussi, on est en train de réfléchir à l'occasion des bilans qui sont aujourd'hui à tirer autour de la HMONP. On va travailler aussi à cette question de qu'est-ce qu'être architecte. C'est quelque chose qui anime aussi beaucoup aujourd'hui l'ensemble, ça a été dit, l'ensemble des jeunes qui aujourd'hui du coup à moitié sont maîtres d'œuvre, l'autre moitié sont pas maîtres d'œuvre, et ceux qui sont pas maîtres d'œuvre veulent pas forcément s'inscrire à l'ordre, donc ne passent pas forcément leur HMO, ce qui nous pose aussi des questions par rapport à cette question-là. Et donc on est en train de travailler à la refonte du tableau et à la réinterrogation de comment on s'inscrit au tableau, toujours dans les clous et toujours en garantissant que les personnes qui portent leur titre et qui font de la maîtrise d'œuvre sont bien assurées et sont bien titulaires d'un diplôme. La question est pas là, mais la question est bien aussi aujourd'hui il y a une appétence pour quelque chose de beaucoup plus large autour de la question de l'architecture. Et je boucle sur cette question de la problématique, elle est bien que la société aujourd'hui ne considère pas l'architecture à sa juste place, dans la mesure où tout le monde la pratique au quotidien. Tout le monde la pratique au quotidien, mais personne ne la connaît. Et personne n'a cette conscience qu'il l'expérimente au quotidien. Donc, il en a l'expérience, comme disait notre neurologue ce matin. Voilà, tout à fait. Alors, c'est vrai que j'étais un petit peu piégé, Valérie, mais en fait, je voudrais en trouver une fenêtre avec toi sur un prochain séminaire sur le sujet. Sans doute que nous allons porter à l'Académie justement sur ce sujet plus vaste de l'espace et de l'éducation. Voilà. Merci d'avoir joué le jeu. Valérie Charolais, voulez-vous réagir à cette question que je posais sur comment accélérer cette formation des formateurs pour passer des caps supérieurs, pour essayer de redéployer toutes ces actions que nous menons les uns les autres depuis des dizaines d'années, en espérant que ça touche le grand public scolaire et pas seulement les happy few que nous arrivons à toucher directement chaque année, ce qui est déjà pas mal, et ce qui est très encourageant, parce qu'on a développé des actions et des méthodologies fabuleuses, des outils aussi merveilleux, depuis le temps qu'on travaille tous à ça. Mais comment passer la vitesse supérieure? Bon, est-ce que vous avez, vous, des éléments de réponse? Je sais pas, je pense que j'ai pas d'éléments de réponse, mais si on parle d'introduire de façon obligatoire l'architecture dans le cursus des enseignants, je pense que ça, c'est compliqué. Voilà. Donc, on est bien sur comment donner l'opportunité à des enseignants qui en ont l'appétence d'avoir un parcours. Alors, moi, je dirais quand même plus généralement qu'architecture, c'est un parcours espace. C'est-à-dire, je pense qu'il ne faut pas forcément revendiquer architecture, quoi. C'est vraiment un parcours architecture, urbanisme, environnement, territoire, etc., quoi. C'est rapport à l'espace, en fait. Et effectivement, moi je suis d'accord que se saisir des chantiers, on a le CE Val-de-Marne qui a donc le nouveau tracé du métro sur son territoire et qui fait une médiation autour de ce nouveau tracé avec les élèves. Voilà, une ouverture d'école, etc. Enfin, c'est ça. La question, c'est sortir et se rendre compte que l'architecture, soit elle est déjà là dans mon école, ma maison, mon quartier, soit, bah voilà, elle est dans ma ville et puis j'y vais. Donc la question, c'est plutôt conforter la formation des formateurs sur le rapport au territoire. Voilà. Et à des endroits, ça va se traduire plus par une question architecturale. À d'autres endroits, ça va se traduire en milieu rural, peut-être par un enjeu fort sur la biodiversité. C'est pas le sujet ou le paysage. À mon avis, c'est plutôt ça la chose. C'est se mettre ensemble, non pas pour former les formateurs spécialement à l'architecture, mais avoir peut-être des outils plus nationaux sur la formation à l'appréhension de l'espace. Voilà. Et après, chacun en métropole le déclinera d'une façon et dans une petite commune rurale fera autrement, quoi.
Et enfin voilà, je pense que ça me paraît une voie intéressante aussi. Écoutez, ça me paraît un mot très juste. Je vous en remercie. Je vais passer la parole donc à nos présidents et présidentes, si vous voulez bien. Anne-Sophie, tu commences? Avec plaisir. D'abord, j'aimerais vous remercier toutes et tous d'avoir participé à cette table ronde conclusive, mais aussi tous les participantes et participants de cette journée depuis ce matin où on a démarré avec un petit moment d'émotion, en tout cas très bien accueilli, je trouve, de la part de Philippe Madec. J'en garderai un fort souvenir, en tout cas, de ce démarrage de journée. Alors, j'aimerais en même temps revenir sur des petites pépites de la journée, j'ai glané pas mal de choses et en même temps tenter de lever un petit malentendu. Alors, je sais pas par quoi je vais commencer. Mais rebondir d'abord sur les propos de Valérie Flicoteaux sur ce questionnement que l'on a depuis un moment, à l'ordre aussi sur finalement c'est quoi un architecte aujourd'hui. Et on a à un moment eu des groupes de réflexion, on a réfléchi sur comment redéfinir l'architecte ou revisiter les définitions qui existent depuis quelques siècles. Et finalement, la définition la plus contemporaine, c'est qu'un architecte doit être un homme ou une femme de son temps. Et ça m'évoque une phrase de Jean Baudrillard qui disait que l'architecture est un savant mélange d'anticipation, mais aussi de nostalgie. Et tout ce qu'on a évoqué aujourd'hui fait écho aussi à toute la complexité de cette discipline que l'on a envie de transmettre parce qu'on est totalement passionné, mais aussi totalement conscient de la nécessité de comprendre l'espace dans lequel nous vivons, parce que c'est une donnée essentielle pour être en société. Alors, le petit malentendu que j'évoquais, c'est sur le fait que j'ai senti dans cette dernière table ronde que vous évoquiez le fait que c'est impossible d'intégrer l'architecture dans l'enseignement, etc. Mais en fait, on ne veut pas du tout intégrer l'architecture dans l'enseignement. On veut utiliser l'architecture. Eh bien, c'était trop long de tout mettre dans la phrase. On veut utiliser l'architecture, et on l'a dit beaucoup ce matin, ça a été rappelé, et certains ont dit on a effectivement répété beaucoup de choses, mais enseigner, c'est répéter. Et puis en même temps, ce séminaire, c'était aussi pour nous un moment une opportunité de réactiver nos envies de faire ensemble, après ces années de Covid, de confinement, et de reprendre des habitudes, de se retrouver en présentiel, même si ça fait longtemps qu'on n'est plus confiné, ça prend du temps aussi. Et donc, la notion du temps a aussi été en tout cas, le temps est une valeur qu'on a perdue. Donc, on a évoqué cette question du temps long, du temps court, des moyens, mais aussi du nombre d'enfants que l'on touche, parce qu'en fait, c'est ça la vraie question. C'est pas de rendre, de graver dans le marbre l'enseignement de ou par l'architecture dans l'enseignement primaire, secondaire. Je pense on en a souvent parlé lors de nos réflexions, lors de nos réunions. Il faut garder toutes ces expérimentations, garder cette liberté qu'ont tous les acteurs de médiation, des associations. On va pas créer des chartes. Par contre, des vadémécum et des boîtes d'outils, je pense que ça, je suis preneuse tout de suite pour qu'on travaille ensemble. Mais c'est le nombre d'enfants touchés. Et alors, pardonnez-moi si je me mélange un petit peu, parce que faire une synthèse en même temps que continuer à vous écouter, c'était pas facile. Mais sortons de notre élitisme finalement. Et ce qu'évoquait Guy Tapi dans la culture architecturale des Français, finalement, quand on fait un peu la synthèse de son enquête, c'est que l'architecture, quoi qu'on fasse, reste très élitiste. Et donc, on a beau faire, elle ne touche pas tout le monde. Et la vraie question qu'on s'est posée ensemble, c'est comment faire pour qu'elle touche tous les enfants. Et pas parce qu'on veut parler de culture et d'architecture, mais parce que l'architecture permet d'évoquer des questions. Alors je répète encore une fois des choses, je suis désolée, mais nous
permet d'évoquer des questions de citoyenneté, de sens commun, de ville pour tous, de ville inclusive. Ça a été évoqué aussi la question du genre, de respect de l'autre, et finalement pas que de savoir-faire, mais surtout de savoir-être. Et la question finalement essentielle que moi j'aimerais poser aujourd'hui, c'est effectivement pas tant l'accès à cette culture, mais la conscience de notre rapport au monde, de notre rapport au vivant, et comment l'architecture doit y répondre en étant un réceptacle plus raisonné peut-être, et comment elle peut être révélatrice de notre rapport au monde. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on est quelques chanceux à vivre dans des endroits où on voit le soleil se lever, où en tout cas on voit un morceau de ciel, où on se sent ancré dans un territoire, dans un lieu, où quand on sort de chez soi, on croise des gens souriants, qu'on a un rapport à la ville positif, constructif. Tout le monde n'a pas cette chance. Je dis pas que je l'ai, mais je dis voilà, tout le monde ne l'a pas. Et comment finalement donner aux enfants l'éveil de ce rapport anthropocosmique qu'on a perdu, qui est essentiel pour habiter. C'est-à-dire à une conscience des éléments, à une conscience du ciel, une conscience de la terre, une conscience de tout ça, et que finalement, souvent quand on habite, en fonction des lieux dans lesquels on habite, on a perdu cette notion-là. Des bruits des oiseaux, voilà, qui sont devenus en ville des bruits, simplement. Quand on retourne en forêt, quand on s'enforeste, on le comprend. Alors comment est-ce qu'on peut écrire alors peut-être pas le mot plaidoyer, mais comment écrire ensemble finalement cette résistance dont on a besoin pour semer, récolter, en même temps plutôt semer des graines, même si on l'a dit, tout cela existe, mais peut-être pas assez parce que ça touche pas assez d'enfants, et ça en touche quelques-uns, et parfois une petite graine, elle éclot 10 ans, 15 ans, 20 ans, ça a été évoqué, les enfants ils gardent tout en mémoire. Et même si on n'en touche que 10 sur 100, on sait que ces 10-là, on a peut-être changé leur vie quand on leur a un moment parlé de notre rapport au monde par ou pour l'architecture. Alors c'est la question de la conscientisation. Et la médiation, ça a été dit, elle est le lieu où l'on travaille tous ensemble. La médiation, c'est une question d'empathie. Et il y a un mot que j'ai pas beaucoup entendu aujourd'hui. C'est peut-être ça le gros mot aujourd'hui. C'est la question de l'émotion. Parce qu'en fait, on peut pas transmettre, on peut pas donner tout ça si le but ultime, c'est pas de réapprendre à s'émouvoir des choses qui nous entourent. Parce que si on veut prendre soin de notre ville, si on veut prendre soin des autres et des lieux que l'on habite, que l'on arpente, apprendre à habiter aussi, il faut déjà apprendre à s'émouvoir. Et pour apprendre à s'émouvoir, effectivement, la culture est un moyen extraordinaire. Je vais essayer de terminer plus rapidement. Alors, le malaise de notre époque, on en a parlé aussi, c'est la question du temps, la notion de manque de temps, et je l'ai évoqué ce matin en introduction, c'est que on est dans un rapport tellement distancé entre soi et le monde, par nos interfaces numériques, nos écrans, etc. Je crois que c'est le neurologue ce matin qui a évoqué cette question il a dit, il était étonné qu'on parle pas assez de la maladie que peut provoquer le numérique dans notre rapport au monde, et Bernard Stiegler en parlait très bien, il lui disait carrément que les écrans nous tuent nos enfants, quoi. C'est le mot, il est fort, mais il est vrai. Aujourd'hui, la plupart des enfants, déjà avant 3 ans, maintenant, sont complètement déconnectés de la réalité. Donc, en fait, on a encore plus besoin de les reconnecter par des actions pédagogiques qui font des pas de côté. Alors, je reprends des mots un peu de tout le monde. Donc, faut qu'on se désemprisonne. Donc, l'émotion, l'expérience, forcément, l'émotion passe par l'expérience. Donc, ça, c'est aussi une clé. Donc, aller sur des chantiers, sortir de l'école, etc. Donc, tout ceci, on a toutes les pistes. Mais le plus important, c'est que tous nos enfants aient accès à cela. Et pas seulement dans certains arrondissements ou dans certaines écoles, dans certaines villes. Et donc c'est ça notre vraie question. C'est la généralisation, la massification, mais pas la massification
qualitative dans un but totalement bienveillant pour une démarche universelle. Alors, peut-être pour laisser Pablo conclure sur nos... je dirais que se mettre en contact avec les éléments, l'architecture nous permet de parler de sentiments d'espace. C'est parfois peut-être plus facile de parler de sentiments d'espace quand on a affaire aussi à des architectures qui ont été pensées par des architectes qui avaient envie d'être dans cette empathie-là. Et donc c'est de ça dont nous avons besoin, enfin les outils qu'on a besoin de transmettre aux enseignants, aux formateurs, c'est les bons outils et les bonnes architectures. Et c'est là que les architectes ont une valeur ajoutée incroyable dans cette transmission-là. Et surtout, et c'est là que c'est extrêmement important, que les architectes qui vont dans les classes ou qui vont aider les associations et les acteurs de médiation soient des architectes formés à la médiation. Parce que si on envoie des architectes praticiens qui sont fort sympathiques, et j'en suis une aussi, sans formation, ils vont faire quoi? Ils vont avoir envie de parler de leur pratique, de leur métier. Alors que c'est un métier aussi que de transmettre une discipline, un art, un acte social qu'est l'architecture. Voilà, j'aurais envie de vous dire encore plein de choses, mais peut-être je terminerai avec un mot aussi que je crois que Francine Faure, tu l'as utilisé, ou en tout cas c'était entre nous deux, mais c'est apprivoiser. Et on a parlé d'apprendre à regarder, de donner des clés d'observation, etc., de comprendre, d'assimiler. Mais la notion de temps, finalement, qu'on a perdue et qu'on a retrouvée aujourd'hui, donc je vous en remercie beaucoup parce que j'ai peut-être fait un petit cauchemar à un moment donné. Je me dis, mon Dieu, si la salle se vide à moitié l'après-midi, mais non, on est tous, non, mais avec attention et vraiment, je vous en remercie. Donc apprivoiser le temps, en tout cas, on peut pas apprivoiser le regard de l'enfant si justement on n'est pas soi-même convaincu avec passion et amour de cette conviction-là, de ces convictions-là. Et donc voilà, on peut que nous souhaiter de réapprivoiser le temps de la transmission. Voilà. Et je te laisse, Pablo. Merci Anne-Sophie, merci effectivement à tous ceux qui ont participé à ces séminaires. Beaucoup des choses que j'aurais pu dire, tu les as dites. Il me reste quand même quelques éléments. Il me reste un sentiment un peu mitigé, un peu paradoxal, qui est qu'après 3 tables rondes qui nous ont montré la richesse des expériences, des expertises, des volontés, de l'engagement, on arrive sur une 4e table ronde qui se voulait plutôt conclusive et qui s'intitule « Définissons un plan d'action pour que l'architecture devienne support de réflexion tout au long de la scolarité », qui nous ramène à la réalité en nous expliquant qu'en fait, il ne faut pas parler d'architecture et qu'il ne faut pas rêver d'inscrire l'architecture dans la scolarité. J'ai caricature, mais peut-être pas trop. Un petit peu, j'ai caricature, mais je pense qu'on attend de cette conclusion un nouvel élan. On voit qu'il y a beaucoup d'énergie qui est déployée depuis des décennies, qu'on plafonne. Et pour autant, je ne sais pas si tout le monde partage cette conviction, mais il me semble que oui, quand même notre action est une action qui s'écrit dans la loi des 77, c'est d'intérêt général. On ne peut pas ne pas être lucide par rapport à la situation de notre territoire, de voir comment depuis 60 ou 70 ans l'urbanisation
détruit les paysages, les problématiques des villes, les questions du cadre des vies. On a dit l'architecture, elle est trop élitiste et c'est difficile à démocratiser, elle est incomprise. C'est pas une raison pour acter le fait de rester dans une position élitiste et fermer la discussion. Non, nous avons une obligation de rendre l'architecture accessible et compréhensible. Je suis persuadé que c'est indispensable. D'ailleurs, pendant des siècles et des siècles, l'architecture, effectivement, a été élitiste. Depuis un peu plus d'un siècle, l'architecture s'est transformée radicalement, elle s'est démocratisée, et les architectes qui ont de tous les temps travaillé pour les pouvoirs et pour l'argent se sont mis à travailler pour tout le monde. Aujourd'hui, tous les Français vivent dans des logements construits par des architectes. Et on ne peut pas dire que l'architecture reste élitiste, elle ne peut plus être élitiste. Oui, la création contemporaine est élitiste, mais la musique contemporaine est élitiste, le théâtre contemporain est élitiste, la danse contemporaine est élitiste, l'architecture contemporaine, si on ne donne pas les clés, les gens ne peuvent pas comprendre aucune forme de création contemporaine. Pour autant, à la différence de toutes les autres formes de création contemporaine, l'architecture, elle s'impose à tous durablement. Non seulement elle s'est démocratisée, mais elle a désormais une responsabilité énorme dans la réparation de nos milieux. C'est pas possible que l'architecture ne s'ouvre pas, ne se mettant pas en position de se donner à comprendre par le plus grand nombre. D'ailleurs, on vit une période dans laquelle on sent bien la montée en puissance des processus de concertation, de participation. On n'en a pas parlé aujourd'hui. On a parlé des médiations, mais participation et concertation sans médiation, c'est totalement hypocrite. C'est totalement hypocrite. Et donc, on a parlé à un moment, ça a été dit, il ne s'agit pas seulement d'acculturer les jeunes, il faut acculturer toute la société à la question de notre cadre de vie. Mais bien évidemment, les élus, les maires qui prennent des décisions, qui ont des pouvoirs discrétionnaires et une méconnaissance absolue, très souvent, des enjeux liés à la question de la fabrication du cadre de vie. Il faut commencer quelque part. Nous proposons de commencer à l'école. Ça ne veut pas dire qu'il ne faille pas travailler auprès de tous les autres publics, d'ailleurs. Un certain nombre dans cette salle les faisons, et beaucoup d'autres qui ne sont pas là. Moi, je pense qu'il faut se dire que c'est quand même une urgence, qu'on ne peut pas réparer nos territoires, qu'on ne peut pas répondre aux enjeux auxquels nous sommes confrontés collectivement, si l'architecture ne descend pas du piédestal, est capable de se faire comprendre, de dialoguer. Là, il y a un enjeu des sociétés. Et donc, on n'a pas les choix. Et il y a urgence. Donc, moi, ce que je souhaite, et c'est ce qu'on espérait, c'est que ces séminaires puissent poser les bases les schémas à suivre pour y parvenir. Alors, évidemment que la question n'est pas d'inscrire l'architecture en tant que discipline dans les programmes scolaires. Ça a été rappelé par Anne-Sophie. Mais l'architecture, c'est une opportunité, y compris pour renouveler les pédagogies. On voit bien que les systèmes scolaires est un peu en crise et que nombreux sont ou sommes à nous interroger sur les pédagogies.
l'architecture au sens large, bien évidemment, l'architecture, c'est les cadres bâtis, c'est les cadres des vies, c'est les vivre ensemble, c'est les paysages bâtis et naturels, c'est notre environnement, c'est nos écosystèmes. Tout cela, c'est quand même un matériau exceptionnel pour, ça a été dit par notre premier intervenant, Hervé Schneeweiss, le neurologue, on est dans des formes de pensée totalement fragmentées. L'architecture est la discipline qui pourrait redonner du lien à plein de savoirs aujourd'hui cloisonnés en silo. Et donc c'est une opportunité. Et il faut qu'on soit convaincu et qu'on soit capable de les porter comme une chance et pas qu'on se reste prisonnier des réflexes ou d'une difficulté qui est évidente, mais je pense qu'il faut qu'on réussisse à avancer. Il y a un certain nombre de clés qui ont été avancées. Quelque chose qui m'a plutôt laissé un peu d'optimisme. L'intervention on avait une enseignante qui fait de la médiation qui nous a rappelé que les enseignants n'ont pas besoin que les architectes soient à côté, qu'on peut leur faire confiance, qu'ils savent porter les messages, qu'ils comprennent, tout seuls, ils sont capables de porter ce que nous portons ici. Et donc, donnons-nous les moyens de fabriquer des outils, de croire à la nécessité d'aller plus loin, d'infuser. Et puis, je pense qu'il va falloir à un moment donné, on a dit que c'est éminemment un sujet politique, il va falloir que les politiques prennent leurs responsabilités. Et moi, je pense qu'il faut qu'on sorte d'ici avec une interpellation forte auprès des politiques. Alors, une difficulté, ça a été rappelé, l'architecture, elle est au ministère de la Culture, un peu au ministère de la Transition écologique, en tout cas les logements y est, la ville y est, l'aménagement y est, les sujets qu'on plaide ici concernent le ministère de l'Éducation nationale, mais on l'a dit également, l'agriculture, la santé, d'autres. Donc, à un moment donné, il va falloir que ça prenne une dimension interministérielle et que tout ça se retranscrive par des actions et une volonté politique, sans quoi tous les discours sur la réparation, sur la réhabilitation, sur la rénovation, sur l'inscription dans la transition écologique, etc., seront vains si la société dans son ensemble n'est pas, si elle, globalement et collectivement, nous ne montons pas en compétence sur ces sujets. Merci Pablo d'avoir rappelé énergiquement le cap que nous tenions pour cette 4e table ronde. Oui, on m'a demandé de clore cette journée par un petit discours de clôture. Je vais être bref parce que j'ai dit en fait la plupart des choses que j'avais à dire pendant la table ronde. Donc ça va être une sorte de remix, je m'en excuse. Alors, Monsieur le Président de l'Académie d'Architecture, cher Pablo Katz. Ah, ok. Pardon, oui, merci. Madame la Présidente du Réseau des Maisons de l'Architecture, chère Anne-Sophie Kerr, Mesdames et Messieurs, je tiens tout d'abord à remercier l'Académie d'Architecture et le Réseau des Maisons de l'Architecture pour l'organisation de ce colloque consacré à l'accueil de l'architecture dans l'enseignement scolaire. Le ministère de la Culture est heureux d'apporter son soutien à cet événement qui porte sur un sujet essentiel, dont l'importance est encore renforcée par l'urgence des défis écologiques actuels auxquels nous devons faire face et pour lesquels l'initiation à l'architecture constitue une porte d'entrée privilégiée, comme l'a fort bien souligné Philippe Madec dans son propos introductif ce matin. Je salue plus globalement la qualité des échanges de cette journée qui montre la richesse des réflexions et des actions en cours en matière d'éducation artistique et culturelle à l'architecture. Sans vouloir être trop long, je souhaite dans un premier temps rappeler rapidement le cadre général de la politique d'éducation artistique et culturelle du gouvernement,
puis évoquer l'action spécifique du ministère de la Culture en matière d'initiation des jeunes à l'architecture. Alors d'abord, la politique d'éducation artistique et culturelle. Permettre à chaque enfant et à chaque jeune de découvrir, connaître et pratiquer les arts et la culture, et on le sait, un enjeu majeur pour l'égalité des chances et la cohésion de notre société. Partager des expériences sensibles et des émotions, ça a été rappelé par Anne-Sophie dans son propos conclusif, y compris architectural, apprendre à les exprimer, contribue à créer le socle commun indispensable à la démocratie. C'est pourquoi l'éducation artistique et culturelle constitue une politique prioritaire du gouvernement, portée par le, je vous rassure Pablo, portée par le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse et le ministère de la Culture. Il s'agit d'accompagner chaque individu, de l'enfance à l'entrée dans l'âge adulte, à travers des enseignements dispensés par les professeurs, mais aussi les actions spécifiques d'éducation et d'éveil menées sous forme de projets. Le partenariat entre les deux ministères a permis d'élargir le champ des actions d'EAC dans de nombreuses disciplines. Les institutions culturelles et les établissements scolaires ont su se rapprocher autour de grandes opérations nationales, comme la classe, l'œuvre, dans le cadre de la Nuit des musées, ou, j'en ai parlé, lever les yeux, dans le cadre des Journées européennes du patrimoine et des Journées nationales de l'architecture. Ce déploiement qualitatif s'est accompagné d'une progression quantitative, conduisant, là aussi il en était question de la massification. Alors je parle d'éducation artistique et culturelle au sens large et pas spécifiquement éducation artistique et culturelle à l'architecture. Mais ça, en matière d'éducation artistique et culturelle, 76% des élèves ont bénéficié au moins d'une action d'EAC au cours de l'année 2022. L'ambition est de porter, alors c'est non pas à 100%, mais à 90%, la part d'élèves bénéficiant d'au moins une action d'EAC chaque année à l'horizon 2026. Enfin, créé en 2019, le Pass Culture apparaît aujourd'hui comme un dispositif parfaitement complémentaire à l'effort porté en direction de l'éducation artistique et culturelle. Rappelons en effet que depuis le 1er janvier 2022, le Pass Culture comporte non seulement une part individuelle, mais aussi une part collective, qui est effectuée en groupe, sur le temps scolaire, encadrée par des enseignants à partir de la classe de 4e, et dès la 6e à partir de la rentrée 2023. À ce jour, un peu plus de 50% des élèves éligibles ont bénéficié d'au moins une proposition d'EAC via le Pass Culture. Donc c'est vraiment un outil essentiel dont je vous invite à vous saisir. Et plus de 85% des établissements du secondaire y ont eu recours. Sur l'action du ministère de la Culture en matière d'initiation des jeunes à l'architecture, je vais être un peu plus rapide parce que j'ai dit l'essentiel pendant la conférence. Donc je vais faire des coupes claires, je pense. La sensibilisation des plus jeunes à l'architecture est essentielle pour faire de nos concitoyens des acteurs de leur cadre de vie. En effet, avec une prise de conscience dès le plus jeune âge du rôle de l'architecture dans le cadre bâti et le bien-être de chacun, notre ambition est d'apporter aux élèves une compréhension précoce de l'architecture qui permettra à ces futurs citoyens d'acquérir peu à peu une culture architecturale propre, à faire d'eux des acteurs éclairés de leur environnement quotidien. N'oublions pas également, ça a été rappelé par, je ne sais plus, par Valérie, je crois, je suis pas sûr. N'oublions pas également que si les parents sont souvent décrits comme des prescripteurs pour leurs enfants, l'inverse est également vrai. En initiant les enfants à l'architecture, on sensibilise également les parents à la question du cadre de vie. C'est une des raisons aussi pour lesquelles l'EAC en matière d'architecture est importante. Donc la politique du service de l'architecture dans ce domaine s'articule principalement autour de 4 volets. Elle est également portée, je l'ai dit, par les conseillers d'architecture dans la direction régionale des affaires culturelles. Tout d'abord, le soutien au réseau de diffusion de l'architecture, les ENSA, les maisons de l'architecture, les CAUE. Sur les ENSA, peut-être apporter quelques précisions complémentaires parce que j'en ai déjà parlé, mais on a plusieurs ENSA qui ont intégré dans la formation initiale des futurs architectes, un module de transmission pédagogique et la connaissance des publics d'enfants et de jeunes. Il y a notamment Montpellier, La Villette, Saint-Étienne, Grenoble, Bordeaux. Rappelez que 15 ENSA participent au programme Égalité des chances mis en place en partenariat avec la Fondation Culture et Diversité pour faire découvrir l'architecture à des lycéens venant d'horizons sociaux divers, afin de leur donner l'envie de s'engager dans des études supérieures en architecture. En région Auvergne-Rhône-Alpes, l'ENSA de Grenoble, ça a été dit, a mis en place avec d'autres partenaires un pôle de ressources pour l'éducation artistique et culturelle. Les maisons d'architecture et les CAUE, je n'y reviens pas puisque ça a été longuement évoqué dans la journée. Les VPAH, peut-être, qui ont été peut-être moins évoqués aujourd'hui. Donc, on peut rappeler que dans le cadre des conventions passées entre l'État et les collectivités territoriales au moment de l'attribution du label Ville et Pays d'Art et d'Histoire,
Il y a systématiquement une annexe consacrée à l'éducation artistique et culturelle. Comme vous le savez, le label est décerné par l'État aux villes qui souhaitent s'engager dans une politique de sensibilisation de leurs habitants, des visiteurs et du jeune public à la qualité du patrimoine et de l'architecture de leur territoire. On compte aujourd'hui plus de 200 villes et pays d'art et d'histoire qui, par le biais de leurs animateurs, organisent des activités autour de l'architecture et du patrimoine tout au long de l'année et sur tous les temps de l'enfant. Deuxième volet, l'opération Lever les yeux, je n'y reviens pas. Troisième volet, les fichiers du SCOL qu'on va multiplier à l'envi avec l'aide du CNOA. Là aussi, pardon, et de la FNCAUE, voilà. Le quatrième volet, donc la politique éditoriale du service de l'architecture, je vous ai parlé de la bibliographie d'ouvrages jeunesse et de la collection Archie et Basile. Là aussi, je vais passer assez vite. Pour conclure, je souhaitais juste ouvrir de toutes premières pistes pour l'avenir. Alors, celle du Pass Culture, je l'ai déjà évoquée à plusieurs reprises. Sinon, je voulais également rappeler que les échanges de ce jour viendront nourrir, en matière d'éducation artistique et culturelle à l'architecture, l'actualisation de la stratégie nationale pour l'architecture, qui date de 2015, et actualisation que compte mener prochainement le service de l'architecture sous la houlette d'Hélène Fernandez, en lien avec l'ensemble des partenaires ici présents. Je vous remercie.